tombée, Trump menace à nouveau l'Iran. Et car comme tu peux le voir, Trump vient de lancer un ultimatum à l'Iran en disant, je cite, s'il ne signe pas cette chose, tout le pays va sauter. Et tu vas te dire, ça sent le réchauffer et tu as totalement raison. Car il y a déjà quelques semaines, Trump avait déjà menacé l'Iran de raser le pays en entier. Justement, il ne parvenait pas à un accord. Je t'explique ce qui s'est vraiment passé. Comme tu peux le voir dans une interview téléphonique avec Trey Yings, Trump aurait déclaré, s'il ne signe pas cette chose, tout le pays va sauter. Il aurait ajouté une fois de plus qu'il viserait principalement les ponts et toutes les centrales électriques en Iran, répétant, je cite, plus de monsieur gentil. Il aurait aussi qualifié ces négociations de dernière chance pour l'Iran. Et donc, comme tu peux le voir, on est face à un schéma qui se reproduit sans cesse, avec Donald Trump justement qui réitère ses menaces à l'Iran, en les menaçant carrément de raser leur pays une fois de plus. Et côté iranien, comme tu peux le voir, l'Iran a promis de riposter contre la saisie des États-Unis d'un cargo. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, la marine américaine aurait saisi un cargo iranien près du détroit d'Ormuz. Et bien évidemment, ce contexte arrive au même moment où Trump a émis ses menaces. Mais il ne faut pas oublier non plus que le cessez-le-feu expire mercredi et que les tensions ne cessent d'augmenter entre les deux pays. Pour le moment, on continue dans cette phase de menace mutuelle entre les deux pays. En attendant, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Les États-Unis arrivent à un accord avec l'Iran, mes amis. Tout ça est en cours. Nous sommes le 20 avril. Le cessez-le-feu expire mercredi soir et la guerre est peut-être terminée. Et oui, mes amis, et l'information nous vient directement du président des États-Unis qui nous dit le deal que je suis en train de signer avec les Iraniens est bien meilleur que celui de Barack Obama. Le seul problème, c'est que les Iraniens ne sont pas à la table des négociations. Alors, avec qui les Américains négocient-ils? Bah oui, puisque les Iraniens n'ont pas envoyé de délégation à Islamabad au Pakistan pour négocier avec les Américains et ils sont attendus mardi après-midi. Ça veut donc dire que actuellement les Américains négocient tout seuls. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump de menacer les Iraniens. Une grande tradition trumpiste et de leur dire attention, le cessez-le-feu c'est mercredi soir et après on va vous attaquer. Sauf que les Américains sont ruinés. Rendez-vous compte que les 6 premiers jours du conflit, mes amis, ont coûté 11,3 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 2 milliards par jour, ce qui veut dire très clairement que les États-Unis ne peuvent pas tenir la cadence. Soit ils signent la paix, soit ils rentrent en crise financière. Et The Donald n'est pas fou. C'est un homme qui est tout à fait extravagant, mais les mathématiques et l'argent, ça, il connaît. Si Donald Trump ne fait pas la paix, c'est dangereux pour son pays. Donc, il va signer. Bon courage à ceux qui vont survivre. La marine iranienne vient de tirer sur des navires de guerre américains et les Iraniens disent ne plus vouloir discuter avec des gens qui changent d'avis toutes les 10 minutes. Voici l'essentiel de l'actu de ce lundi 20 avril. Il est environ 13h à Paris. J'espère que vous allez tous bien les amis et j'espère que cette vidéo vous parvienne. En effet, 2 vidéos d'hier ont été bloquées et tout simplement supprimées par TikTok. La marine iranienne a riposté très fort par des attaques de drones sur des navires de guerre américains suite à l'acte de piraterie subi par le pétrolier iranien le Tuska. Ce super pétrolier iranien de plus de 200 mètres de long est, paraît-il, toujours entre les mains des Américains. Toujours est-il que le fond du problème est l'uranium enrichi iranien. Le ministère des Affaires étrangères iranien a encore affirmé ce matin qu'aucune matière enrichie ne sera donnée aux Américains. Notez que vendredi dernier, Trump avait dit que Washington collaborait avec Téhéran afin de récupérer cet uranium. Et enfin, l'Iran dit ne pas vouloir participer aux négociations qui devaient avoir lieu aujourd'hui au Pakistan. Les Iraniens estiment qu'il ne sert à rien de discuter avec des gens qui changent d'avis toutes les 10 minutes et qui se livrent à des actes de piraterie. On nomme la flotte moustique. Qu'est-ce que c'est, Noémie? Comme un moustique face à un humain, pas le plus fort mais tenace. En mer, cette nuée devient le cauchemar des grandes marines, des centaines, parfois des milliers de petites vedettes rapides, légères, discrètes, capables de filer jusqu'à 185 km/h, moins de 10 tonnes, trop petites pour les radars, trop rapides pour être interceptées par les missiles et pourtant elles frappent. Missiles, roquettes, mitrailleuses, de véritables plateformes d'attaque miniatures, elles sont partout, dissimulées le long des côtes iraniennes, dans des criques, sous des abris rocheux ou fondus parmi de simples bateaux de pêche. Alors leur stratégie, c'est l'attaque en essaim. En moins de 5 minutes, un navire peut se retrouver complètement encerclé et ses défenses saturées, guidées par des drones, des radars, parfois même des satellites. Ça commence par le déploiement, l'encerclement, des dizaines de vedettes qui convergent, frappent en groupe et saturent les défenses, puis disparaissent avant même que la riposte ne s'organise. Un système coordonné, sur mer, sous l'eau,
et dans les airs. Alors, même les plus géants sont vulnérables. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Quelques milliers d'euros pour une vedette contre des navires de guerre à plusieurs milliards. Donc une stratégie low cost, mais redoutablement efficace. Ce sont les preuves que les États-Unis ont réellement détruit toute la force navale iranienne. Il n'y en a aucune. Depuis le début, nous disons que l'Iran dispose dans ses installations souterraines des drones, des missiles, des vedettes rapides, des mines, tout l'arsenal nécessaire pour soutenir une guerre sur la durée. Et après 50 jours de conflit, ils finissent eux-mêmes par le reconnaître publiquement. Le CENTCOM met en scène la destruction de bateaux vides ou abandonnés, de drones iraniens possiblement hors service, des hangars désertés, des vieux avions stationnés, puis diffuse des vidéos pour faire croire que tout a été anéanti en Iran. Mais l'Iran possède encore plusieurs navires de patrouille équipés de missiles de torpilles, ainsi que des centaines de vedettes rapides armées. Comment peut-on parler d'une marine iranienne anéantie alors qu'elle dispose toujours de ses capacités? Et surtout, les sous-marins iraniens restent intacts, aucun n'a été neutralisé et leur position demeure inconnue. Trump annonce la fin du cessez-le-feu pour mercredi, alors qu'elle était initialement prévue mardi. De son côté, le Pakistan tente de ramener l'Iran à la table des négociations. Quoi qu'il en soit, les Iraniens doivent rester en alerte maximale. S'ils ont été trahis 2 fois, il n'y a jamais un 203. Ça vient de tomber, les Émirats Arabes Unis veulent retirer toutes les bases américaines. Et oui, car comme tu peux le voir dans cet article, les Émirats Arabes Unis affirment que les bases américaines sont un fardeau et non un atout stratégique. Et un des chercheurs principaux des Émirats Arabes Unis a dit qu'il était temps de penser à la fermeture des bases américaines, car je cite, les Émirats n'en ont plus besoin. Autrement dit, ils n'ont plus besoin de l'Amérique pour les défendre, car ils ont prouvé lors d'une agression iranienne qu'ils sont capables de se défendre avec distinction. Ce dont les Émirats Arabes Unis ont besoin, c'est d'acquérir uniquement les meilleures et les dernières armes dont dispose l'Amérique. Par conséquent, il est temps de penser à la fermeture des bases américaines, car elles sont un fardeau et non un atout stratégique. Pour le moment, aucune décision officielle n'a été prise concernant le retrait de ces bases aux Émirats, mais depuis dimanche soir, le sujet se fait de plus en plus entendre et on pourrait donc s'attendre à un retrait des bases américaines d'ici les prochains jours, voire les prochains mois. En attendant, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner. Les États-Unis viennent d'attaquer un navire iranien. Oui, ça vient de tomber. Alors concrètement, un destroyer américain a neutralisé le moteur du navire après 6 heures d'avertissement resté sans réponse. Résultat, le bateau est immobilisé en pleine mer. Ensuite, des marines sont intervenus. On voit au moins 2 hélicoptères en pleine nuit avec des soldats qui descendent directement sur le navire. Une opération risquée, surtout sur un bateau potentiellement hostile. Mais ce qui est frappant, aucun tir visible du côté iranien. Pas de riposte, pas de tir sur les hélicoptères, alors que techniquement, ils auraient pu. Autre point clé, à bord, ce ne sont probablement pas des soldats, mais des civils, des travailleurs. Leur réaction logique, se cacher, s'enfermer et attendre. Mais là où ça devient explosif, c'est le timing. Cette opération arrive en plein milieu de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Et forcément, ça change tout. Pour certains, c'est clair, ça n'est pas une simple inspection, c'est un message, une démonstration de force. Et maintenant une question, est-ce que ça calme la situation ou ça déclenche quelque chose de beaucoup plus grave? Dites-moi en commentaire. Sans aucun parti pris et en toute impartialité, les Iraniens ont bel et bien gagné cette guerre et les Américains cherchent une porte de sortie. Voici l'essentiel de l'actu de ce lundi 20 avril. Il est environ 20h à Paris. Une fois de plus, l'administration américaine s'embourbe dans la confusion et les contradictions. Trump avait déclaré à la mi-journée au New York Post que la délégation américaine qui devrait mener les négociations était déjà en route vers le Pakistan. Or, CNN vient de démentir les propos du président. Elle assure que cette délégation ne devrait quitter Washington que mardi. Côté iranien, les choses sont beaucoup plus claires. La diplomatie iranienne affirme que la République islamique ne fera aucune concession et qu'il est inutile de faire le déplacement vers Islamabad pour entendre les mêmes choses. L'Iran qui continue de faire du nettoyage en interne, on vient d'apprendre que 2 hommes viennent d'être exécutés. Ils sont accusés d'avoir des liens avec le renseignement israélien.
Alors là, la situation est très simple. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran sont déjà en train de s'effondrer avant même de commencer. Alors officiellement, un second round de négociations devait avoir lieu au Pakistan. Les États-Unis avaient confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance. Même Trump parlait de progrès après le premier round. Sauf que dans les faits, c'est l'inverse total. Blocage, tension, tir et maintenant, selon plusieurs rapports, l'Iran refuse carrément de revenir à la table des négociations. Et ça, sans annonce officielle pour l'instant. Question qu'on peut se poser, pourquoi? Eh bien parce que côté iranien, il y a zéro confiance. Première raison, les demandes américaines sont jugées irréalistes. Exemple concret, Washington demande à l'Iran de transférer son stock d'uranium contre du cash. Politiquement, c'est impossible. Deuxième point, les États-Unis changent constamment de position. Un jour, on parle de changement de régime, le lendemain, c'est le nucléaire. Impossible de suivre une ligne claire. Et troisième problème, contradiction interne. Entre J.D. Vance, Donald Trump et d'autres acteurs, personne ne semble aligné. Et pendant qu'ils parlent de négociations, les États-Unis saisissent un navire iranien. Et là, le message il est très clair. Pression maximale. Et le résultat, pour l'Iran, ces discussions ne servent à rien. Et pire encore, les pays du Golfe commencent à voir les bases américaines comme un fardeau, plus comme une protection. Maintenant, abonne-toi si tu veux rester au courant. Énorme information qui vient de tomber. Donald Trump vient d'annoncer à Fox News que le deal des négociations de fin de guerre sera signé aujourd'hui. Le Pakistan aurait réussi à refaire venir l'Iran sur la table des négociations et aurait fait en sorte que le blocage américain soit définitivement terminé. Alors encore une fois, avec Donald Trump, on attend de savoir ce qui va se passer. Par contre, le fait que le Pakistan ait ramené l'Iran sur la table des négos et également que les États-Unis aient accepté de débloquer le passage est une information qui vient de plusieurs sources qui ont parlé à Reuters. Donc souvent, c'est quand même assez fiable. Mais peut-être qu'on arrive définitivement donc à la fin de cette guerre. On attend de voir les conditions. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui a vraiment filtré. Il va falloir faire très attention aux déclarations parce que de toute manière, du côté américain, on va venir expliquer à tout le monde que les États-Unis ont gagné parce que les Américains ne peuvent pas repartir d'Iran avec une défaite médiatique ou une défaite de l'opinion publique, même si je pense que c'est déjà terminé pour eux. Et que quoi qu'il arrive, l'Iran sera dans la tête des gens le grand gagnant de cette guerre. Parce que c'est sûr que s'il y a eu des négociations aujourd'hui, l'Iran ne redonnera pas son uranium enrichi aux États-Unis. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Mais en tout cas, les amis, l'information, elle vient de tomber. Nous arriverions peut-être à la fin de cette guerre. Alors Donald Trump pensait faire plier l'Iran avec ses conditions. Ça n'a pas marché. Pendant les 2 semaines de cessez-le-feu, l'Iran affirme avoir reconstitué sa puissance de missiles et de drones au niveau d'avant le 28 février. Un commandant militaire iranien a même diffusé une vidéo d'1 minute 19 montrant des lanceurs remplacés dans un tunnel souterrain avec de gros missiles, des drones et la présence directe du général chargé des forces aérospatiales de l'IRGC. Et là, le message il est très simple. Le cessez-le-feu ne veut pas dire arrêt des préparatifs. Au contraire, l'Iran dit que la vitesse de rechargement et de remise en état est désormais encore plus rapide qu'avant la guerre. Et malgré les centaines de missiles et de drones déjà utilisés, plusieurs médias américains évoquent encore des milliers de missiles disponibles protégés dans de longues installations souterraines. Et en face, les États-Unis renforcent aussi leur présence militaire. Porte-avions, destroyers, 10 000 marines et parachutistes supplémentaires, blocus maritime saisi d'un cargo iranien. Résultat, la tension ne baisse pas, elle monte. Et le vrai problème, c'est que le cessez-le-feu se termine le 22. Et pour l'instant, l'Iran refuse toujours de céder. Maintenant, abonne-toi si tu veux des explications simples sur l'actualité géopolitique. Officiel, ça vient de sortir, nouveau coup dur pour le pétrole. Et oui, car comme tu peux le voir, le Koweït déclare un cas de force majeure concernant les expéditions de pétrole. Et ce n'est pas rien car aujourd'hui, le Koweït représente environ 2,6 à 2,8 millions de barils par jour, soit comme tu peux le voir 3% de l'offre mondiale. Et aujourd'hui, le Koweït a déclaré qu'il était officiellement en incapacité d'honorer ses obligations de livraison. Comme tu t'en doutes, tout ceci est lié au blocage dans le détroit d'Ormuz et au conflit actuel entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et comme le dit très bien cet article, les pays de la région ont dû réduire la production de pétrole, de gaz et de produits raffinés en raison de l'arrêt d'Ormuz et des frappes iraniennes. Et le Koweït a subi de multiples coups sur les infrastructures pétrolières, ce qui l'a fortement affaibli. Et la production est désormais à des niveaux observés pour la dernière fois au début des années 1990, après l'invasion irakienne. Comme tu t'en doutes, avant que la production revienne à la normale, il devra s'écouler des semaines, voire des mois, bien évidemment à condition que le conflit se règle dans les meilleurs délais. Ce qui pour le moment est loin d'être le cas. En attendant, le prix du baril pourrait continuer d'augmenter et surtout ça pourrait accélérer le processus de pénurie qu'on rencontre déjà actuellement. Mais en attendant, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner.
L'Iran a provoqué ce qu'il voulait lui-même éviter. Cette Écoutez ça. interpellation, ce tir de sommation, racontez-nous, c'est le cargo Tuska, c'est le nom de ce cargo iranien. On va revoir les images, général. Oui, alors c'est un cargo qui fait c'est un cargo porte-container qui fait 294 mètres. Ce qui est très important, c'est qu'il est sous pavillon iranien avec un équipage iranien. Et donc, le destroyer, conformément aux règles qui ont été dictées pour ce blocus, donne l'ordre au bateau, pavillon iranien, de stopper. Le commandant, qui est un Iranien, décide de passer outre. Ça veut dire qu'il a reçu des consignes de la part de ses autorités. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après un certain nombre d'avertissements, le destroyer va tirer. Il tire sur le compartiment des machines. Alors, on ne connaît pas le niveau des dégâts, mais de fait, le bateau s'est arrêté. Et à ce moment-là, le destroyer a envoyé une équipe prendre le contrôle du navire. Et donc, aujourd'hui, eh bien, le navire, il est sous contrôle américain. L'incident du Tuska ne doit pas être vu comme une simple confrontation navale, mais comme une tentative de Téhéran de cartographier les limites de la zone grise. En utilisant un navire marchand pour forcer le blocus, l'Iran a cherché à créer un dilemme juridique complexe pour le commandement américain. Laisser passer le navire et discréditer le blocus, ou ouvrir le feu sur une cible civile et s'exposer à une condamnation internationale. La réponse américaine par l'intermédiaire de l'US a marqué un tournant doctrinal. En choisissant une neutralisation cinétique ciblée sur la population plutôt qu'une destruction totale, Washington a validé une réponse graduelle mais irréversible. Pour Téhéran, c'est un échec stratégique majeur. La capture du bâtiment par les marines de la 31e unité expéditionnaire prouve que le coût du test est désormais supérieur au bénéfice symbolique de la provocation. Ce face-à-face démontre que la dissuasion ne repose plus sur la posture, mais sur une exécution tactique calibrée. Alors que l'ultimatum de mardi s'approche, menaçant directement les infrastructures critiques telles que les centrales et les ponts, l'Iran se retrouve face à un déni d'accès total. Le temps de l'ambiguïté est révolu. Nous sommes passés d'une guerre de mots à une réalité opérationnelle où chaque mouvement sur l'échiquier maritime peut déclencher un effondrement structurel du pays. Et là, les États-Unis disent, alors l'Iran maintenant est obligé de signer. Les centrales électriques vont être détruites et les ponts avec. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Donald Trump menace clairement. Pas d'accord, on rase l'Iran. Mais en face, l'Iran ne bouge pas. Alors tout commence avec un cargo iranien intercepté par la marine américaine dans le golfe d'Oman. Washington parle de violation du blocus. Résultat, tir dans la salle des machines, navire saisi. Téhéran lui parle de piraterie et promet une riposte. Derrière, la tension explose. Des drones iraniens auraient été lancés contre des navires américains. Et ce cargo, il venait de Chine. Un détail crucial quand on sait que 90% du pétrole iranien est acheté par la Chine. Et aujourd'hui, Trump remet la pression. Il menace de détruire les centrales, les ponts, littéralement tout. L'objectif, forcer un accord avant la fin du cessez-le-feu le 22 avril. Sauf que l'Iran refuse. Pas de négociation sous pression. Pas question de lâcher son programme nucléaire ni son uranium enrichi. Et même le Pakistan tente de jouer les médiateurs à Islamabad sans succès. Et donc la réalité, c'est que l'Iran ne fait confiance à personne. Et pendant ce temps, plus de 2000 navires sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Des milliers de marins coincés. Le pétrole menace d'exploser. Et le pire, l'Iran tient toujours. Après 40 jours de guerre, il ne cède pas. Et donc là, le vrai problème, il est simple. Personne ne veut reculer. Les Iraniens gardent une méfiance historique à l'égard du gouvernement américain, selon le président iranien, et les vols commerciaux reprennent à Téhéran. Voici les dernières informations de ce lundi 20 avril. Il est environ 21h45 en France. Le président iranien Massoud Pezeshkian vient d'affirmer que les États-Unis cherchent la capitulation de la République islamique, mais que les Iraniens ne se soumettent pas à la force, avant d'ajouter qu'une profonde méfiance historique persiste en Iran à l'égard du gouvernement américain. Et puis, cette information qui vient de tomber en fin de journée, le trafic reprend dans les principaux aéroports de Téhéran. En effet, après plusieurs semaines de fermeture, les autorisations de vol de passagers à l'aéroport international Imam Khomeini et l'aéroport Mehrabad ont été délivrées par l'aviation civile iranienne d'après un communiqué relayé par l'agence de presse ISNA. Ce communiqué précise d'ailleurs que les vols reprendront également dans 10 autres aéroports à partir de samedi. Bonne soirée à vous, à demain. Pendant que le détroit d'Ormuz est bloqué, Trump vend le pétrole américain.
Donald Trump vient de hausser le ton cet après-midi et réitère ses menaces contre le régime islamique. L'Iran a décidé hier de tirer des balles dans le détroit d'Ormuz en violation flagrante de notre accord de cessez-le-feu. De nombreux tirs visaient un navire français et un cargo britannique. C'était inadmissible, n'est-ce pas? Mes représentants se rendent à Islamabad, au Pakistan, où ils seront demain soir pour des négociations. L'Iran a récemment annoncé la fermeture du détroit, ce qui est étrange puisque notre blocus l'a déjà bloqué. Ils nous aident sans le savoir, et ce sont eux qui perdent 500 millions de dollars par jour avec ce passage fermé. Les États-Unis, eux, n'y perdent rien. En fait, de nombreux navires font actuellement route vers les États-Unis, le Texas, la Louisiane et l'Alaska, pour se charger, grâce aux gardiens de la révolution iranien, toujours prêts à jouer les durs. Nous proposons un accord très juste et raisonnable, et j'espère qu'ils l'accepteront, car sinon, les États-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts d'Iran. Quand Donald Trump affirme que les États-Unis n'y perdent rien, alors que le détroit d'Ormuz est sous tension, il ne parle pas en politicien, il parle en stratège de flux, parce que la vraie clé n'est ni militaire ni stratégique, elle est contractuelle. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz américains sont vendus par des contrats indexés sur des références mondiales comme le Brent. Et ces prix explosent dès qu'Ormuz se bloque. Mais voilà le point invisible. Cette hausse est déclenchée par une crise physique dans le Golfe que les États-Unis ne subissent plus directement sur leur volume domestique. Résultat, le choc est global, mais la production américaine reste stable, tandis que le prix auquel elle vend grimpe mécaniquement. C'est là que se joue l'asymétrie réelle. L'Iran bloque une route stratégique et détruit une partie de ses propres revenus. L'Europe et l'Asie paient immédiatement plus cher pour sécuriser leur approvisionnement. Et pendant ce temps, les exportateurs américains redirigent leur flux vers les marchés les plus tendus, captent des marges amplifiées et laissent le marché mondial faire le travail à leur place. Même chose au côté maritime. Les primes d'assurance explosent dans le Golfe, les routes deviennent risquées et les cargaisons non exposées, notamment américaines, deviennent mécaniquement plus attractives. Ce n'est pas juste une crise énergétique, c'est une revalorisation instantanée de tout ce qui est hors zone de conflit. Les États-Unis ne sont pas immunisés. Le consommateur paie plus cher. Les marchés restent volatiles. Mais la bascule est ailleurs. Washington n'a plus besoin de contrôler Hormuz pour profiter de son blocage. Le marché mondial réagit pour lui. Trump ne décrit pas une invulnérabilité. Il révèle un mécanisme. Dans cette crise, la puissance ne vient pas de celui qui bloque le détroit, mais de celui qui vend au monde entier pendant qu'il est bloqué. C'est-à-dire Washington. La situation explose dans le détroit d'Ormuz. Les tensions montent d'un cran entre les États-Unis et l'Iran et cette fois, on n'est plus dans la simple menace. Le 19 avril 2026, l'armée américaine intercepte un énorme cargo iranien de 900 pieds, quasiment la taille d'un porte-avions. Le navire tente de briser le blocus naval. Résultat, tir d'avertissement, puis attaque directe sur la salle des machines. Le bateau est immobilisé et capturé par les marines. Pourquoi? Eh bien parce qu'il transportait du pétrole sous sanctions américaines. Mais derrière, l'Iran riposte immédiatement. Des attaques de drones sont revendiquées contre des navires militaires américains. Certaines sources parlent même de frappes réussies. Et selon l'Iran, les forces américaines auraient dû reculer dans la zone d'Ormuz. Maintenant, quel est le problème? Rien n'est confirmé officiellement côté USA. C'est le brouillard total. Et pendant ce temps, l'Iran menace encore de fermer complètement le détroit d'Ormuz. Et là, c'est critique. Les prix du pétrole ont déjà pris plus 8%. Et donc, Trump est coincé. Il pensait à une victoire rapide, mais il se retrouve face à une guerre militaire et économique. Et ça, c'est un piège. Maintenant, abonne-toi si t'aimes ce genre de sujet. Il y a quelques jours, une vidéo a fuité. Et elle a tout changé à Washington. On y voit le général Moussavi marcher tranquillement de... Très bientôt. Abonne-toi, la prochaine semaine va être décisive. L'état-major militaire iranien annonce une riposte imminente après l'attaque d'un tanker battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman par les forces américaines. Et évidemment, l'Iran y qualifie cette opération d'acte de piraterie armée. Sachant une chose, c'est que ce blocus, même pour moi et je le pense, il devrait même plus être en place. Ils sont censés être en plein accord, en pleine négociation. On a un cessez-le-feu actuellement au Liban grâce aux États-Unis et à l'Iran. Et en fin de compte, Donald Trump, il laisse en place son blocus et il se permet même de bombarder un bateau iranien cette nuit. Donc au final, c'est logique que ça foute le bordel et c'est logique qu'on annonce déjà une riposte imminente. C'est une riposte qui va sûrement briser tous les cessez-le-feu, bien qu'on essaye de pousser le fait de reprendre les négociations du côté des Américains. Sachant que l'Iran l'a déjà annoncé hier et j'en ai déjà parlé, pour l'instant, il n'est plus question de négociation du moment que le blocus américain restera en place. Parce que pour rappel, Donald Trump, il a mis un blocus en place pour fermer encore une fois de plus le détroit d'Ormuz qui était déjà
déjà fermée par l'Iran, mais vu que l'Iran, avec l'accord de Donald Trump, ils l'ont laissé un peu ouvert tout en gérant les flux, Donald Trump, de son côté, lui, il a laissé son blocus en place. Comme ça, maintenant, il peut dire officiellement que c'est un peu lui qui gère le détroit d'Ormuz. Alors que c'est que du pipi de chat, hein, mais bon, on va voir de quelle riposte l'état-major militaire iranien parle, mais en attendant, on va essayer de rester à l'affût et on en discutera ensemble. Alors, le détroit d'Ormuz est censé être ouvert. Pourtant, les faits disent exactement l'inverse. Les États-Unis viennent de capturer un navire iranien chargé de plus de 2 millions de barils de pétrole. Le bateau avançait malgré les avertissements américains. Résultat, tir, intervention militaire et prise de contrôle totale par les forces américaines. Mais le vrai problème, il est ailleurs. Depuis des semaines, Washington affirme que la zone est sécurisée. En réalité, des navires indiens ont été pris pour cible et forcés de faire demi-tour. Même scénario pour d'autres pays. Et donc, la réalité, c'est que le passage n'est pas ouvert. On est dans un test de force. L'Iran envoie un navire pour vérifier le blocus, les États-Unis réagissent pour montrer qu'ils contrôlent. Personne ne veut reculer, mais la tension monte clairement. Et donc la conséquence, elle est directe. Le pétrole repart à la hausse. Et pendant ce temps, un autre signal encore plus dangereux apparaît. Les Émirats envisagent d'accepter le yuan chinois pour le pétrole, alors que tout reposait sur le dollar depuis plus de 50 ans. Et donc la conclusion là est très simple. Le détroit n'est pas sécurisé, le marché est manipulé et l'équilibre mondial est en train de bouger. Maintenant, abonne-toi si tu veux comprendre avant les autres. Un navire français de la compagnie CMA-GCM a été visé par des tirs iraniens, un cargo britannique aussi. L'AFP confirme, on est au 51e jour de cette guerre et la tension vient de monter d'un cran. Trump, sur son réseau, est de plus en plus virulent. Il menace clairement de détruire les infrastructures énergétiques iraniennes si les négociations échouent. Il dit « Nous proposons un accord juste et raisonnable. S'il le refuse, ce sera un honneur pour moi de faire ce que d'autres présidents auraient dû faire depuis 47 ans. » En parallèle, le vice-président américain va se rendre au Pakistan dès demain pour des négociations. Le cessez-le-feu expire dans 48 heures. Trump dit qu'il ira peut-être si un accord est trouvé. Mais du côté iranien, le ton est très différent. L'agence officielle IRNA dément toute reprise des négociations à Islamabad. Il qualifie le blocus naval américain de violation du cessez-le-feu et annonce qu'ils sont prêts à créer des heures d'enfer inoubliables si la guerre reprend. Selon le New York Times, l'Iran conserve encore une capacité militaire importante. Environ 40% de ses drones d'attaque, 60% de ses lanceurs de missiles et jusqu'à 70% de son stock de missiles. En même temps, au Liban, Israël continue de détruire des villages dans le sud, affirme avoir tué plus de 150 membres du Hezbollah en 24 heures et viole ouvertement le cessez-le-feu. Les amis, la France est directement concernée maintenant. Et pendant que tout ça brûle, les prix du pétrole et du gaz risquent de s'envoler très vite. Trump veut une pause pour recharger, l'Iran dit qu'elle est prête à la guerre, et nous, on est au milieu. Cet après-midi, une chose est claire, les négociations avec l'Iran sont entrées dans une zone d'incertitude totale. Depuis ce matin, toutes les capitales regardent vers Islamabad où un nouveau cycle de discussion est censé s'ouvrir. Mais à cette heure, rien n'est confirmé. Téhéran entretient volontairement le flou. Officiellement, les autorités iraniennes disent examiner leur participation, mais dans les faits, plusieurs signaux laissent penser que la méfiance domine. Et cette hésitation n'est pas un hasard. Elle intervient dans un contexte de trêve extrêmement fragile, une trêve qui doit s'achever dans les prochains jours sans garantie de prolongation. Or, depuis 24 heures, la dynamique s'est nettement durcie. Côté américain, le ton est monté d'un cran. Donald Trump affirme qu'un accord pourrait être trouvé très rapidement, évoque quand même la possibilité d'un dénouement dans un délai très court. Mais derrière cet optimisme affiché, il y a une stratégie. Car dans le même temps, Washington maintient la pression maximale. La saisie d'un navire iranien par la marine américaine a marqué un tournant. Les États-Unis parlent d'une opération de sécurité. L'Iran dénonce un acte de piraterie. Et puis surtout, les Américains maintiennent un blocus partiel autour du détroit d'Ormuz. Autrement dit, ils négocient, mais en position de force. Et c'est précisément ce que refuse Téhéran. La ligne iranienne est claire. Pas de négociation sous contrainte. L'Iran exige la levée du blocus, refuse toute concession stratégique majeure et promet une riposte après la saisie du cargo. Ce qui signifie que même si les discussions reprennent, eh bien le risque d'escalade reste immédiat. Pendant ce temps, sur le terrain, la tension ne retombe pas, le détroit d'Ormuz reste instable, le trafic maritime est perturbé, les routes énergétiques sont sous pression et personne aujourd'hui ne contrôle totalement la situation. Les États-Unis sécurisent, l'Iran menace et le monde observe. L'Europe appelle à la désescalade, les pays du Golfe s'inquiètent pour la sécurité énergétique, la Chine insiste pour maintenir le détroit ouvert, mais ces appels restent pour l'instant sans effet. Parce qu'en réalité, ce qui se joue dépasse une simple négociation, c'est un bras de fer. Les États-Unis veulent un accord rapide, sous pression, et l'Iran veut résister
pour ne pas céder. Et puis entre les deux, une trêve qui s'effrite doucement. Alors oui, un accord rapide est évoqué, mais la réalité est bien plus complexe, car dans ce type de confrontation, ce n'est pas la vitesse qui fait l'accord, c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, ce rapport de force ne s'abaisse pas, il se durcit. L'armée iranienne vient de briser le silence. C'est le porte-parole du quartier général central iranien, celui qu'on appelle Ebrahim Zolfangari, qui vient de faire une déclaration inhabituelle. C'est une nouvelle montée brutale des tensions dans le Golfe Persique, il faut le dire, il faut le réitérer. La déclaration est inhabituelle. Il dit ceci, il dit l'armée iranienne promet une action décisive contre l'armée terroriste des États-Unis d'Amérique, à la suite de l'acte d'agression mené par des commandos américains contre un navire de commerce iranien dans les eaux de la mer d'Oman. Donc, l'armée iranienne considère déjà l'armée américaine comme étant une armée terroriste et annonce une riposte fracassante. Ces genres de propos sont inhabituels dans un contexte où l'on parle de pourparlers. Le président Donald Trump a d'ailleurs même annoncé en ce 20 avril 2026 que des pourparlers auront lieu. Je crois même que la délégation américaine est déjà en route pour Islamabad. Mais on se demande avec qui est-ce qu'ils vont négocier. Parce que les Iraniens sont vraiment sur leur nerfs. Et donc, alors, c'est une déclaration qui intervient après cette interception ou neutralisation de ce navire iranien. Et ça intervient pendant qu'il y a intensification du blocus maritime américain. L'Amérique ne dessert pas. Non, l'Amérique ne dessert pas. Et ça se passe à un moment où il y a des incidents dans la mer, dans le détroit d'Ormuz et dans la mer d'Oman. Alors, ça fait craindre. C'est une déclaration majeure qui marque un tournant décisif dans cette guerre qui dure un peu plus longtemps du côté du Moyen-Orient. Et donc, la première question qu'on va se poser, elle est celle de savoir en quoi cette déclaration marque-t-elle un tournant stratégique dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Cette déclaration qui vient d'être faite par le quartier central iranien, une des forces militaires très puissantes. Alors, le premier élément de réponse, pourquoi cette déclaration devient un tournant stratégique? Parce que c'est une accusation directe et assumée que l'Iran fait contre Washington. Lorsque l'Iran déjà situe la responsabilité de ce qui s'est passé clairement, attribue cela clairement aux États-Unis d'Amérique, même si l'Amérique déjà l'avait annoncé. Donc, il faut dire que le ton ferme qui a été utilisé en disant que l'armée américaine est une armée terroriste, cela signifie qu'il y a une rupture totale sur le plan diplomatique et que désormais ce sont les actions militaires qui vont prendre place. C'est une rupture totale avec le langage diplomatique. Puisque une armée avec laquelle on a envie de négocier, on ne peut pas qualifier cette armée de terroriste, notamment à quelques heures ou à la veille des négociations. Ça veut dire que nous sommes dans un basculement stratégique total. L'Iran entre dans une fermeté qui ne dit pas son nom. Il reste à voir, est-ce que l'Iran pourra tenir dans sa résilience? Il faut d'ailleurs dire que l'Iran a tenu longtemps. Ça aurait été d'autres pays. À l'heure là, le régime aurait déjà chuté. Tenir face aux États-Unis d'Amérique, pendant plus d'1 mois, nous arrivons au 2e mois. Bientôt, dans 8 jours, on sera au 2e mois. Donc, il faut reconnaître que l'Iran s'est battu et continue de se battre, quel que soit PDX. Alors, clairement, quand un État qualifie officiellement l'autre de terroriste, c'est que la confrontation devient frontale et elle est inévitable. Lorsque le porte-parole du quartier central iranien annonce des actions décisives, cela doit nous renvoyer à quelques éléments, puisque c'est un thème très fort, c'est un terme inhabituel, des actions décisives. Donc ce n'est pas une simple réaction symbolique, et nous connaissons quand même l'Iran.
Cette déclaration, ce mot « action décisive » implique une opération militaire ciblée, des réponses visibles et marquantes. Ça veut dire concrètement que si l'Iran avait la main sur le cœur, l'Iran a levé sa main sur son cœur. Oui, l'Iran est désormais debout. Des actions décisives auront lieu sur le plan militaire.